Bonjour à tous. Après ce petit intermède musical, je vais vous parler d'Oudry et des recueils naturalistes de Buffon. Donc moi je travaille sur Jean-Baptiste Oudry, je suis en train de rédiger le catalogue raisonné et j'ai toujours entendu dire que des dessins ou des tableaux d'Oudry avaient été utilisés par Buffon et par Daubenton dans les recueils de l'histoire naturelle de Buffon. Et sans jamais véritablement me pencher sur la question. Et ces derniers temps, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de danser une petite bourrée. C'est l'occasion de se pencher pour le festival, c'est l'occasion de se pencher sur cette question. Donc, est-ce que Oudry a véritablement participé à l'illustration de ces recueils ? Est-ce que les modèles d'Oudry ont été connus et utilisés par Buffon et ses dessinateurs ? Ce sont toutes les questions que je me suis posées. Et donc, je vais vous livrer quelques réponses et quelques éléments, quelques hypothèses pour avancer sur cette question-là. Donc, d'où proviennent les modèles d'animaux utilisés par Buffon pour illustrer son histoire naturelle ? On sait que la plupart des animaux décrits et représentés ont été l'objet d'une observation directe par les naturalistes et par les dessinateurs en charge de les représenter. Et à s'y pencher plus attentivement, on remarque trois choses. La première, c'est que le parti pris qui a été choisi par les dessinateurs de Buffon pour portraiturer une espèce est le fruit d'une véritable tradition. Les compositions sont très simples et elles entrent en écho avec les modes artistiques de l'époque. Donc déjà, quand on observe ces illustrations, on se rend compte qu'elles répondent à des règles très strictes d'observation naturaliste, mais qu'elles répondent aussi à certaines modes artistiques de l'époque. La seconde observation, c'est que certains des animaux qui ont été représentés par les dessinateurs de Buffon ne sont pas connus ni des naturalistes, ni des dessinateurs en question. Donc en fait, ils travaillent quasiment à l'aveugle, soit à partir de descriptions textuelles, soit à partir éventuellement de croquis ou de dessins qu'un explorateur ou qu'une personne leur a fournis. Mais il y a plusieurs cas de figure où les dessinateurs ne savaient pas du tout, n'avaient jamais été en contact visuel avec l'animal en question. Donc il y a des traditions de description orale, écrite. Et de manière générale, quand on approche de l'illustration naturaliste, il faut se souvenir que les dessins d'animaux, quand bien même ils sont décrits comme ayant été dessinés sur le vif, ou peints ou dessinés d'après nature, contiennent en fait des emprunts picturaux à d'autres modèles et à d'autres artistes, et que la terminologie dessinée sur le vif n'est pas toujours exacte. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Alors, je fais une petite aparté parce que je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cet animal anonyme pour illustrer ce que je vous dis. Donc cet animal anonyme a été depuis reconnu. Il s'agit d'un fennec, mais à l'époque de la première publication de l'histoire naturelle, le Buffon ne connaissait pas du tout ce spécimen. Il l'a introduit dans son recueil sans jamais avoir pu l'observer directement. Et il ne le connaissait que par la description qu'en a fait Bruce, un célèbre explorateur des sources du Nil. Donc je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes, et c'est assez croustillant puisque la représentation de l'animal qui correspond complètement à la règle du genre, c'est-à-dire de présenter l'animal immobile, de profil, dans un paysage, accompagné et de son nom scientifique et de son nom courant. Là, on voit que le nom porté par cet animal à ce moment-là est l'animal anonyme, et non pas animal anonyme, mais bien l'animal anonyme qui en devient presque une espèce à lui tout seul. Donc il s'agit finalement d'un fennec. La troisième observation que je me suis faite concerne directement les représentations d'animaux par Jean-Baptiste Oudry. Donc Oudry, à la suite de François Desportes, est le grand peintre animalier de Louis XV.
Il est réputé à la fois pour sa grande acuité en matière de peinture animalière, puisqu'il s'est vu chargé de portraiturer les chiens préférés de Louis XV, mais également pour des talents dans le domaine du paysage et dans différents domaines en peinture. Ses connaissances et son sens de l'observation et sa capacité à dessiner d'après nature l'ont amené à sillonner les forêts, les ménageries royales et même d'accompagner Louis XV très souvent à la chasse en quête de modèles animaliers vivants. Donc Oudry travaille principalement d'après nature, mais là aussi, vous verrez que ce n'est pas si simple et si clair. Là, je vous montre, donc, Oudry développe, lui, son propre répertoire animalier, en conjuguant l'observation sur le vif et des études de modèles de ses prédécesseurs flamands, notamment Peter Boulle et Nicasius Bernhardt. Donc plusieurs illustrations de l'histoire naturelle de Buffon reprennent des modèles d'Oudry qui sont à la fois choisis et adaptés au type du recueil naturaliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval dont je vous propose là une illustration est la première représentation d'un animal à quatre pattes, qui est le frontispice en fait des premiers volumes consacrés aux quadrupèdes dans l'histoire naturelle. Alors, Buffon devient intendant des Jardins du Roi en 1739. Grâce à lui, Daubenton est nommé garde et démonstrateur des collections du cabinet du Jardin du Roi. Alors, il développe la collection de coquillages de Louis XV, parce qu'il faut savoir que cette collection au départ était juste une collection de coquillages avec lesquels Louis XV jouait enfant, et que c'est Daubenton qui, en développant la collection et en élargissant au maximum cette collection, la transforme en véritable musée d'histoire naturelle. Entre 1749 et 1767, Buffon et Daubenton collaborent à la réalisation de 15 volumes qui constituent l'une des plus importantes contributions scientifiques dans le domaine des sciences naturelles. Donc, l'histoire naturelle réunit tout le savoir et principalement les animaux quadrupèdes et les oiseaux, ainsi que les minéraux. Donc, c'est les dernières recherches de l'époque et tout le savoir est recensé en fait dans ces différents volumes. Alors, c'est Daubenton qui est chargé de la partie anatomique et descriptive des volumes. Donc, c'est lui qui procède aux dissections et c'est lui qui procède à la description textuelle des animaux. Donc, c'est un anatomiste très doué qui dissèque et qui étudie la plupart des quadrupèdes décrits dans les volumes. Parallèlement, sont confiés à des dessinateurs et principalement à Jacques de Sève pour les quadrupèdes, sont confiés à Jacques de Sève de représenter l'ensemble des animaux qui illustrent les 12 volumes sur les mammifères à quatre pattes. Donc cet ensemble a été réalisé entre 1753 et 1767. De Sève dessine alors plus de 2000 croquis qui représentent les différentes espèces animales qu'il avait pu étudier à la ménagerie de Versailles ou lors des séances de dissection. Et il reprenait également des dessins d'autres artistes pour compléter ces séries quand il n'avait pas moyen d'observer directement les animaux concernés. Les dessins d'animaux sont réputés donc être des dessins exécutés sur le vif ou d'après nature, sauf exception, quand l'animal soit n'existe pas dans nos contrées, soit n'a pas pu être étudié ailleurs. Alors, cette notion toute relative de dessin et de description sur le vif, on la remarque, on en reparlera plus loin, on remarque qu'en fait, elle est tout à fait, tout à fait cohérente et tout à fait diffusée. C'est-à-dire que la plupart des artistes prenaient la liberté de considérer que le dessin avait été fait sur le vif alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas quelque chose d'isolé dans ce projet, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des artistes animaliers, et notamment Oudry, qui, comme je vous l'ai dit, travaillait principalement sur le vif, mais a aussi fait des emprunts à d'autres.
Alors les modèles utilisés pour figurer ces animaux sont souvent hérités de la Renaissance. C'est à l'époque de Buffon et d'Oudry que la connaissance de certaines espèces et de certaines races se stabilise et que l'on met en forme l'archétype des représentations animales qui se fixent en fait à travers les époques. Et vraiment, on voit une ligne entre les représentations, par exemple, d'animaux dans les traités de chasse, et notamment, je pense aux chiens, dans les traités de chasse de la Renaissance, avec cet aspect hiératique, les animaux présentés de profil dans un paysage. On continue à développer pour les dessins naturalistes cette manière de faire. La force d'Oudry, parce qu'on est là pour parler d'Oudry, réside dans cette incroyable capacité à rendre vivants les animaux qu'il dessine ou qu'il peint, tout en respectant une forme de rigueur naturaliste et en mêlant le souci du détail anatomique et un sens de l'esthétique. C'est-à-dire qu'il arrive à la fois à respecter tous les détails anatomiques et à respecter une cohérence morphologique, à étudier la physiologie. Et en même temps, il a un talent incomparable pour montrer les animaux en mouvement, montrer aussi les spécificités des attitudes des animaux, mais aussi leur psychologie et leurs émotions. Donc je reviens sur mon cheval. Donc vous avez à gauche le dessin préparatoire à la gravure réalisé par De Sève pour le recueil, donc pour l'introduction au tome 4 du recueil d'histoire naturelle. Et vous avez à droite la gravure qui a été tirée de ce dessin préparatoire. Alors, vous ne le voyez pas, mais vous me croirez sur parole, la lettre de la gravure précise que c'est Oudry qui a peint le cheval. Donc, Oudry Pinxit en bas à gauche, donc, ce qui veut dire que le modèle a été repris d'un modèle peint par Oudry. Alors, le cheval en question a été observé. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la gravure, il y a plein de petites lettres, plein de petits repères de lettres qui se trouvent un peu partout autour de la silhouette du cheval, pour bien nous signifier qu'il ne s'agit pas d'une illustration, d'une simple illustration évocative, mais que nous allons bien entrer dans un recueil naturaliste sur lequel on va étudier aussi toutes les caractéristiques anatomiques du cheval. Donc cette première gravure réalisée après un tableau d'Oudry, Daubenton en fait la description donc une description textuelle du cheval dans le recueil, et il explique que le cheval a été dessiné par Oudry, mais sans expliquer exactement d'où le tient le modèle et qui est ce cheval. Donc je me suis posé la question, on savait que ce cheval a été peint par Oudry, on savait par les textes qui le confirmaient que ce dessin concernait un cheval existant. Et donc j'ai pu observer que dans la représentation, dans le carton de tapisserie représentant la mort du cerf aux étangs de Saint-Jean-au-Bois dans la forêt de Compiègne, donc tableau qui est conservé ici au château, on pouvait effectivement remarquer que le roi Louis XV que vous voyez sur le cheval pommelé, donc chevaucher un cheval qui est absolument proche de celui qui a été dessiné par Oudry. Donc, sachant que ce cheval existait certainement quelque part, je fais l'hypothèse qu'il s'agit de celui-ci, qui est fort proche au niveau des caractéristiques physiques, mais qui est également fort proche dans l'attitude. Je vous remets la diapo. On voit qu'il a une attitude très très proche. Alors, je n'ai pas retrouvé d'étude isolée du cheval, donc reste à trouver une étude particulière du cheval sans son cavalier, si elle existe. Pour l'instant, on n'en connaît pas. Mais on peut assurément faire au moins un lien entre cette gravure illustrant le recueil de Buffon et ce tableau peint par Oudry.
De Banton, d'ailleurs, explique une chose. Il dit que, en ce qui concerne la description textuelle du cheval, la description scientifique et les mensurations des parties intérieures, puisque dans le recueil, vous avez à la fois l'illustration de l'animal en entier, et ensuite vous avez des parties de dissection et une partie textuelle. Donc Don Banton explique que ce n'est pas ce cheval-là qui a été disséqué et que ce n'est pas ce cheval-là qui a été mesuré. Il a utilisé un autre cheval, un vieux cheval qu'il a pu observer, mais ce n'est pas le cheval de Louis XV. Voilà. Donc ce qui est aussi important, c'est la manière dont Daubenton, je vais remettre ça, la manière dont Daubenton conceptualise la physionomie. Donc en fait, il observe deux manières de voir les choses, deux manières de faire. Il dit que le peintre ou le dessinateur naturaliste doit s'employer à rendre à la fois le portrait, donc qui concerne l'animal au repos, et le tableau d'histoire qui concerne l'animal en mouvement. Donc le portrait, lui, présente l'habitude du corps et les traits de l'animal, et ce qu'il appelle le tableau d'histoire présente les différentes attitudes qui lui sont propres. Par exemple, Daubenton va expliquer qu'il est très facile de représenter un taureau ou un sanglier qui se défendent contre un dogue. On va tout de suite comprendre la férocité ou les traits de caractère ou la musculature des animaux en mouvement. En revanche, dans la partie naturaliste, quand vous représentez un taureau ou un sanglier dans un paysage de profil, de manière stoïque et hiératique, on a moins de chances de comprendre quel est l'essence même de l'animal. Donc ce que Daubenton appelle un tableau d'histoire, où l'animal est peint en mouvement et rempli de fureur, c'est les interactions, c'est la peinture narrative, c'est les interactions entre les animaux entre eux et où l'animal et l'humain, ce qui n'existe pas du tout dans le recueil de Buffon, puisque les animaux sont montrés en dehors de tout contexte. Ils ne sont absolument pas montrés dans leur contexte naturel, ni dans un contexte en relation avec l'humain. Donc, Buffon et Daubenton présentent des portraits d'animaux au repos. Et le défi pour l'illustrateur est, dans l'immobilité même, de traduire la physionomie des animaux, c'est-à-dire s'en tenir aux passions produites par leur instinct et par leur tempérament, et qui peuvent être comparées à celles qui ne dépendent que de la partie animale de l'homme. Alors, Oudry, lui, je vous l'ai dit, il a ce talent qui travaille dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il est à la fois capable d'observation naturaliste et de représenter l'animal dans ses différentes attitudes. Il travaille à plusieurs reprises sur des séries de portraits d'animaux qu'il observait donc, comme je l'ai dit, à la cour, à la chasse ou dans les ménageries royales. Et on connaît principalement une série de dessins et une série de tableaux qui montrent qu'Oudry s'était attaché à représenter des animaux isolés, la plupart du temps dans des poses hiératiques sans contexte ou décor particulier pour les dessins, et dans des paysages en ce qui concerne les animaux des tableaux. Le groupe de dessin en question était constitué de 11 ou 12 dessins d'environ 30 cm sur 50, exécutés sur papier bleu pour la plupart. Ces dessins semblent former une série cohérente, même si les techniques qu'il avait utilisées différaient selon les feuilles. Il a parfois utilisé la craie et la pierre noire pour certains d'entre eux, d'autres sont peints à la gouache et un est peint au pastel. Certains de ces dessins peuvent être rapprochés de tableaux, comme c'est le cas pour l'antilope qui a été dessinée d'après nature et que je vais vous montrer ensuite. Et ces dessins avaient été commandés par Louis XV par l'intermédiaire de son directeur des jardins et botaniste La Péronie en 1739. La Péronie souhaitait faire représenter en peinture les principaux animaux de la ménagerie de Versailles. Et à sa mort, en 1747, Oudry, qui n'avait pas encore livré sa série à La Péronie et au roi, conserva en fait les dessins et les peintures correspondantes. Et pour une raison qui est encore pas complètement éclaircie, il va proposer cette série de dessins. Alors,
une série de dessins qu'il va proposer à Carl Gustaf Tessin, qui était ambassadeur suédois à Paris à la même époque, et les tableaux plus tard au duc de Mecklembourg. Alors je vous montre ici un chamois. Donc là, le papier n'est pas vraiment bleu parce qu'il a été insolé, mais c'est des dessins qui étaient réalisés sur papier bleu. Et le chamois montre ici que Oudry utilise la gouache comme s'il peignait à l'huile, et il joue avec une subtile gamme de coloris allant du brun au gris. Le chamois a été également gravé dans une suite gravée de ses dessins par le bas. Donc je vous montre la gravure ici. Et le chamois en question n'est pas complètement identique à celui que De Sève grave pour l'histoire naturelle de Buffon. Mais vous pouvez quand même voir une grande proximité, une grande familiarité entre les deux représentations. La différence étant que l'un est beaucoup plus hiératique que l'autre et qu'on sent plus de mouvement chez Oudry que chez De Sève. L'animal a la tête légèrement de profil également ici, alors qu'il est complètement de profil là. Et la tête inclinée permet de voir les petits bois, tandis que dans la gravure, dans le dessin, je vais y arriver, de Sève, la tête est de profil un tout petit peu inclinée de manière à laisser paraître les bois et les oreilles, qu'on puisse en voir deux à chaque fois. Mais ici encore, une impression de mobilité et une impression d'une sorte d'immobilité et une sorte de mise en contexte très peu recherchée, en fait, puisque les paysages ne correspondent pas toujours à l'environnement de l'animal en question. Alors, donc, ce chamois nous amène à un autre dessin de cette série, qui est le cerf mulet. Alors le cerf mulet, c'est un petit peu particulier parce que ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est que le cerf qui est porteur de bois, donc là c'est pas le cas, il n'est pas porteur de ses bois, mais quand le cerf est porteur de ses bois, on l'appelle le cerf coiffé. Et lorsque le cerf est décoiffé, c'est-à-dire qu'il a perdu ses bois, alors on parle de cerf mulet. Voilà, donc ça pourrait être une des explications de l'appellation cerf mulet. Mais le cerf mulet désigne également un cerf à queue noire, appelé aussi cerf hémione. C'est un cerf qui ressemble au cerf de Virginie, mais il a les bois, quand il a des bois, il a les bois plus droits que celui de Virginie. Donc son pelage varie du brun clair au brun foncé, tandis que le croupion est blanc et le manchon du bout de la queue noirâtre. Bon, là, en l'occurrence, on voit pas le bout de la queue qui est caché sous la patte. Certaines sous-espèces possèdent une ligne dorsale sombre et tous doivent leur nom de cerf à la forme de leurs oreilles, enfin de cerf mulet, pardon, à la forme de leurs oreilles qui ressemblent à celles d'un mulet. Donc des oreilles très longues et très effilées. Alors chez Buffon, le cerf en question a été dessiné par un artiste tout à fait mystérieux qui collaborait avec Buffon et De Sève, appelé Buvet l'Américain, certainement parce qu'il avait des origines américaines. Et donc ce dessinateur, Buvet, a signé, donc en bas à gauche, a signé le dessin préparatoire à la gravure que vous voyez sur la diapo à votre droite, a signé de son nom ce dessin qui manifestement est une reprise, alors là pour le coup on va dire littérale du dessin d'Oudry, et qui, le hasard, ça ne laisse pas de place au hasard. Il est certain que Buvet connaissait le dessin d'Oudry,
et a pu observer ce dessin. Alors, je n'en connais pas de gravure du dessin d'Oudry, mais il est possible aussi qu'il ait été gravé et que Buvet l'Américain ait eu accès à la gravure. Mais en tout cas, on peut observer que ce serre-mulet du recueil d'histoire naturelle est entièrement repris d'un modèle d'Oudry. Autre animal qui doit beaucoup à Oudry dans le recueil de Buffon, il s'agit du rhinocéros. Donc, comme on l'a dit, les naturalistes allaient chercher de l'aide autour d'eux quand il s'agissait de dessiner et de représenter des animaux dont ils n'avaient pas la possibilité d'étudier. Là, en l'occurrence, pour le rhinocéros de l'histoire naturelle, Daubenton nous explique que l'animal est un rhinocéros indien qui a servi de modèle pour la description qu'il a faite dans l'histoire naturelle, donc sa description textuelle. Il indique que ce rhinocéros se trouvait à Paris, donc il a pu l'observer et il a pu le décrire. Et en effet, l'animal fut montré pour la première fois en France à la foire de Saint-Germain à Paris en 1749 et donc était accessible au public puisque le public pouvait payer pour rencontrer et observer cet incroyable rhinocéros. Il faut imaginer qu'à l'époque, les animaux de ce type, les animaux exotiques, étaient d'une grande rareté et que quand un animal arrivait sur le sol français, le public était fort nombreux et très impatient de découvrir ces animaux qu'ils voyaient pour la première fois. Alors à cette époque, de nombreux naturalistes, de nombreux artistes et de nombreux curieux viennent observer ce rhinocéros, qui est une rhinocéros femelle qui s'appelle Clara. Alors sa description scientifique textuelle, comme je l'ai dit, a certainement été réalisée sur place. Donc on a pu l'observer et rédiger une description. En revanche, il n'a pas été possible pour les naturalistes, et je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas été possible d'en faire un dessin et un relevé précis qui puisse accompagner sa description textuelle au sein des recueils de Buffon. Ce rhinocéros a donc été, on va dire, reconstitué. Donc De Sève, le dessinateur, avait en charge de le dessiner. Et donc à gauche, vous avez le dessin préparatoire de De Sève pour la gravure qui se trouve à droite. Ce dessin et cette gravure font référence à beaucoup d'autres sources que celles d'Oudry. On peut même remonter jusqu'à Durer pour trouver des similitudes entre la manière de représenter le rhinocéros à l'époque de Durer et la représentation faite par De Sève. Mais le modèle le plus cohérent et le plus sensé me semble être évidemment celui-là, un dessin qui est très connu d'Oudry, qui se trouve au British Museum, et qui est un dessin qui est préparatoire pour cet incroyable tableau. Donc, ce tableau qui représente Clara, grandeur nature, donc, qui se trouve à Schwerin en Allemagne. Et il faut imaginer ce rhinocéros qui fait plusieurs mètres de hauteur, ce tableau qui fait plusieurs mètres de hauteur et de largeur, avec un rhinocéros grandeur nature. Donc, je reviens sur mon dessin d'Oudry. Donc, on voit très bien que De Sève, ne sachant pas du tout comment procéder, n'ayant peut-être pas vu Clara lui-même, décide de s'appuyer entièrement sur Oudry, dont il connaît très certainement les qualités d'observation et la rigueur scientifique. Alors là, je vous montre un lynx ou loup cervier, toujours dessiné par De Sève, pour le recueil. Je fais un petit aparté parce que en fait, ce spécimen n'a pas du tout été dessiné d'après un modèle d'Oudry. Mais justement, je voulais vous montrer quelle différence il peut y avoir entre ces tableaux strictement naturalistes et ce que Oudry a pu réaliser. Donc là, vous avez un dessin
qui représente le même animal par Oudry. Donc vous voyez vraiment la différence. C'est-à-dire que là, vous voyez l'animal qui est prêt à bondir, on voit la musculature, on voit ses yeux là qui sont très, très expressifs, ce regard très, très puissant. Je reviens sur le dessin de Sèvres. On a plutôt l'impression de voir un gros matou un peu gentillet qui vous regarde tendrement et qui, bien sûr, ne bouge pas, puisque c'est le principe. Il n'est pas montré en mouvement. Donc, j'ai beaucoup parlé des emprunts faits par les artistes de Buffon à Oudry, mais il faut savoir que Oudry aussi fait des emprunts à d'autres artistes. C'est-à-dire que tous ces modèles circulent entre les artistes, et c'est tout à fait normal de copier, de reprendre et de transférer les modèles en matière de représentation animale. Donc ici, le dessin d'Oudry qui a été repris de cette incroyable étude réalisée par Peter Bull, donc une étude de lynx. Donc c'est le même lynx représenté sous plusieurs altitudes. Donc Peter Bull, c'est un artiste anversois qui s'installe à Paris dans la deuxième partie du XVIIe siècle et qui travaille avec Nicasius Bernhardt sous la direction de Charles Lebrun. Bull, c'est l'un des premiers artistes à étudier les animaux vivants avec une véritable intention naturaliste. Et il se rend régulièrement dans les ménageries de Versailles et de Vincennes et il travaille énormément d'après ces animaux. C'est Charles Lebrun, donc directeur de la Manufacture royale des Gobelins, qui lui confie l'exécution de modèles pour les cartons de l'ensemble des animaux qui étaient destinés à figurer au premier plan de la tenture des mois ou des maisons royales. Donc on n'avait pas de peintre spécialiste d'animaux en France. C'était compliqué de demander à des artistes qui étaient spécialistes de peinture d'histoire ou spécialistes de nature morte de peindre l'animal vivant. Donc on a fait venir, le premier peintre du roi a fait venir d'Anvers Peter Bull et aussi Nicasius Bernhardt, qui est un autre artiste flamand important. Et donc c'est à partir de ces études d'animaux que fait Bull qu'il compose ces études peintes à l'huile en couleur qui lui servent pour ses cartons de tapisserie. Et il reprend dans toutes ces études réalisées en couleur, il reprend des motifs qu'il décline dans différents cartons de tapisserie et dans différentes œuvres. Donc la tenture en question, elle a été exécutée entre 1668 et 1670. Elle est composée d'une série de 12 tapisseries tissées d'après des compositions imaginées par donc Charles Lebrun. Et Bull va puiser son inspiration à la fois dans les animaux de la ménagerie de Louis XIV à Versailles et à la fois aussi lui-même dans des représentations d'animaux exotiques qu'il voit à la ménagerie ou qu'il peut lui-même reprendre d'autres artistes. Donc c'était pour vous expliquer le passage entre les deux motifs. Et la manière dont les modèles circulent entre les différents artistes et entre les différents pays également. Donc Oudry, lui... attendez, là... Non, on passe à autre chose. Je voulais vous parler également du thème pastoral chez Oudry. Donc on a vu, les animaux représentés dans l'histoire naturelle sont représentés dans un cadre qui n'est pas nécessairement leur cadre de vie. On a un côté un peu esthétisant de ces gravures qui permettent de mettre en scène des paysages, alors parfois des paysages exotiques, parfois des paysages plus champêtres. Et donc le thème pastoral revient assez souvent dans les gravures de l'histoire naturelle. Et le thème pastoral, c'est un thème qui est très cher à Oudry. Donc la planche dessinée du cheval que je vous remets ici nous montre un décor à la thématique pastorale. Alors vous voyez des maisons et vous voyez un château dans un paysage. C'est un ensemble qui rappelle
aussi des ensembles rustiques et ruraux et des motifs que Oudry emprunte au maître flamand. Là, je vous montre un tableau qui est conservé au musée du Louvre qui s'appelle La Ferme, donc qui avait été commandé par le dauphin pour son cabinet au château de Versailles. Et ce tableau, qui représente donc une ferme dans la campagne avec ses animaux, avait été conçu par Oudry comme une allégorie de l'agriculture ou bien une allégorie de la France. C'est un tableau qui date de 1750, donc les recueils de Buffon, ça commence en 1749, donc on est vraiment dans la même période. Et ce goût pour l'agriculture, ce goût pour le pastoral, ce goût pour les représentations dans un goût vernaculaire flamand, Oudry va vraiment le développer dans de nombreux paysages. Et on va observer que De Sève fera de même pour plusieurs de ces animaux. Il les représentera donc dans des paysages qui pourraient être inspirés de paysages pastoraux d'Oudry, lui-même les tenant des Flamands. Ainsi, je vous montre une représentation d'un oiseau manucode. Et si vous vous approchez un peu, vous remarquez que l'animal représenté est devant un pont qui est suspendu entre deux rochers. Je ne sais pas si c'est bien visible. Donc à l'arrière-plan, il y a ces deux rochers avec le pont suspendu. Et cette représentation du pont, on la retrouve dans cette gravure d'après Oudry pour les Fables de La Fontaine. Et cette gravure, en fait, illustre, alors là on ne voit pas du tout, illustre la fable de l'écrevisse et sa fille. Alors les écrevisses se trouvent là en bas de la gravure. Et donc vous voyez, c'est une reprise quasiment semblable du pont en question. Autre cas de figure, le cas de l'antilope, ou je devrais dire l'antilope ou la gazelle. Donc là, je vous présente un dessin de Sève qui montre donc une gazelle corine. Alors la gazelle et l'antilope, c'est intéressant comme cas pour comprendre le glissement des modèles, la stabilisation de la représentation des espèces et également pour comprendre le processus créatif de Oudry. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les différentes espèces ne sont pas complètement identifiées et stabilisées à l'époque où Buffon entreprend la rédaction de son histoire naturelle. Et donc il y a parfois des flottements entre les différents spécimens et les différentes espèces. Là, en l'occurrence, l'antilope et la gazelle sont deux choses très proches. Et donc, j'ai cherché à savoir de quelle manière De Sève avait représenté la gazelle ou l'antilope. Alors, pour la gazelle, j'ai trouvé ce modèle-là, la corine. Pour l'antilope, très curieusement, j'ai surtout trouvé ce squelette et ces bois, mais pas véritablement de représentation d'ensemble de l'antilope dans le recueil. Donc j'ai continué à chercher une piste. Je vous montre comment Oudry, lui, a représenté l'antilope. Donc vous avez en haut à gauche le dessin sur fond bleu qui faisait certainement partie de la série dont je vous ai parlé précédemment. En bas, vous avez l'animal repris entièrement du dessin dans un fond, dans un fond paysager, mais toujours l'antilope présentée de manière très hiératique. À droite, en haut, Oudry intègre son motif dans une scène en fait d'action, puisque vous voyez les chiens sont en train de renifler et de se tendre vers l'antilope. Donc elle est toujours aussi immobile que dans le dessin, mais on voit qu'il se passe quand même, on voit qu'il se passe quelque chose.
Et pour finir, je vous ai montré en bas une gravure de Philippe Lebas, donc d'après Oudry, pour vous montrer de quelle manière le modèle d'Oudry va lui servir tout au long de sa conception de ses compositions, puis être repris par un graveur et le graveur, enfin l'éditeur de la gravure, va diffuser la gravure, et c'est de cette manière que ces modèles se propagent un petit peu partout. Donc j'étais restée sur cette idée de pourquoi Buffon ou De Sève n'ont pas utilisé tout simplement le dessin d'Oudry, puisque manifestement ils n'étaient pas en mesure de dessiner l'antilope, en tout cas pas entièrement, puisqu'il n'y a que le squelette et les bois. Donc je me demandais comment, avec ce genre de représentation, comment ont-ils pu passer à côté de ce type de représentation, parce que ça aurait été parfait pour le recueil. Donc j'ai imaginé que tout simplement la gravure ou le dessin n'était pas arrivé à temps au dessinateur. Et effectivement, en fouillant un peu plus loin, je me suis rendu compte que dans une publication, une édition beaucoup plus tardive du recueil de Buffon, un autre graveur avait, lui, pour représenter l'antilope, avait lui choisi ce motif que vous voyez là en bas, qui est absolument identique à l'antilope réalisée par Oudry, peinte par Oudry. Donc on voit que même après plusieurs décennies, au moment des réimpressions des recueils de Buffon, on utilise des motifs créés par Oudry, observés par Oudry, qui offre une observation tellement précise et tellement juste scientifiquement qu'on se fie entièrement à ces représentations. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Allô. Ça marche, oui. Peut-être allumer l'autre, du coup. Les deux en même temps, c'est possible. Comment ? Les deux en même temps, c'est possible. Oui, normalement, ça marche. Sinon, on fera le lien. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Moi, j'avais une question, enfin une demande de précision. Dans le cadre de l'histoire naturelle de Buffon, en fait, la question que je me pose, c'est s'agit-il d'une commande royale et avec, j'allais dire, un cahier des charges ou en tout cas une organisation qui fait que De Sève est l'illustrateur exclusif, sachant que effectivement on connaît un petit peu la manière de fonctionner d'Oudry qui peut exploiter, j'allais dire, commercialement ces dessins. Et donc j'aimerais savoir comment un peu tout ça se croise, c'est-à-dire en fait est-ce qu'il y a une collaboration finalement directe d'Oudry ou est-ce que c'est finalement par ricochet que Oudry finalement se glisse dans l'histoire naturelle? Alors c'est une très bonne question et vous avez mis le doigt sur une chose qui n'est pas élucidée, c'est-à-dire qu'effectivement on voit que c'est complètement intriqué en fait le travail d'Oudry, le travail de Sève dans l'histoire naturelle et pourtant il n'y a pour l'instant il n'y a aucun signe, aucune preuve que l'on ait demandé officiellement à Oudry quoi que ce soit et alors ce que je vous ai montré c'est la gravure représentant le cheval porte la mention dans la lettre Oudry Pinxit, mais ensuite tout le reste, pour tout ce que je vous ai montré d'autres, il n'est jamais cité dans la lettre des gravures, ni au niveau du dessin, puisque vous avez compris que même quand il s'agit de modèle d'Oudry, c'est De Sève qui signe le dessin. Et ensuite, c'est le graveur qui signe la gravure d'après le modèle de Sève. Et le nom d'Oudry n'apparaît jamais à part dans cette représentation du cheval. Et je pense que si c'est le cas, c'est que si mon hypothèse que le cheval était bien le cheval de Louis XV, il paraissait difficile de prendre pour modèle le cheval de Louis XV dessiné par Oudry et de ne pas spécifier
que le peintre des chasses de Louis XV était l'auteur du modèle en question. Ça me paraissait... mais en aucun cas, j'ai de traces de commandes ou d'échanges en fait officiels entre les deux équipes. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, je n'en connais pas. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que par la suite, il n'y a aucune mention d'Oudry. La seule personne qui mentionne Oudry, c'est Daubenton, quand il décrit Clara, qui explique qu'on a repris un dessin d'Oudry pour Clara. Mais ça, c'est dans la partie textuelle. Et vous avez vu que dans la partie dessin et gravure, aucune mention d'Oudry pour le Clara, alors que c'est manifeste que le dessin a été repris entièrement de lui, en fait. Donc c'est très intéressant, comme les deux choses s'intriquent de manière non officielle, et en même temps, entre artistes, on s'échange les modèles. Les graveurs travaillent pour Oudry, mais travaillent aussi certainement pour des gens proches de l'équipe de Buffon. Tout ça circule. Alors, j'ai pas encore réussi à retracer l'ensemble. Oui, merci. Oui, bon. Hop là. En regardant en fait toutes ces illustrations, il y a toujours la question de la pose animale qui se pose, oui. Justement. Et est-ce que vous avez travaillé justement par rapport à ces questions ? Est-ce que se pose évidemment la question de la taxidermie ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des réalisations qui se font d'après des représentations taxidermiques, si on peut dire ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est dans le tableau qui est juste au-dessus, c'est que c'est les chiens qui sont en action, alors qu'on a l'impression que l'animal exotique, en fait, pose justement dans toute sa grâce. C'est-à-dire qu'on a toujours dit que l'antilope courait très vite, et là, on n'a pas du tout l'antilope en action. Alors oui, c'est très juste ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien compris ce principe d'observation sur le vif qui est absolument pas possible dans l'ensemble des cas. Pour autant, même si l'observation sur le vif n'est pas possible dans l'ensemble des cas, quand elle est possible, les animaux sont quand même représentés de manière immobile. Donc c'est un parti pris, c'est une manière aussi alors j'allais dire de déifier, mais c'est pas le terme, mais de vraiment mettre en valeur l'animal comme s'il était posé sur un socle, comme une statue en fait. Je pense qu'il y a une véritable volonté de mettre en valeur l'animal au détriment de son attitude et de ses mouvements. Maintenant, il était tout à fait courant, quand on n'avait pas d'animaux vivants à observer, qu'on observait les taxidermies, bien sûr. Les animaux étaient disséqués, ils étaient naturalisés, et souvent les artistes les observaient non pas en mouvement, mais naturalisés, tout à fait. Que ce genre d'animaux donc, que vous présentez, est-ce que ces planches, avec cette encyclopédie, a été aussi diffusée que celle concernant les oiseaux ? Oui, a été extrêmement diffusée, oui, et c'est vraiment, ça concentrait toutes les dernières recherches et toutes les dernières observations. C'était quelque chose d'absolument incroyable, et c'était extrêmement diffusé, et c'était très... très apprécié et très recherché des érudits, oui, tout à fait. Merci, madame. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Bon, je vous remercie.